Merci Catherine. Alors, juste, est-ce que tu peux me dire combien de temps il nous reste en tout? Ouais, parce que vu toutes les questions qui sont posées, je vais piquer 3 slides dans mon diaporama que je fais à mes étudiants pour juste vous répondre à quelques questions sur les MCS. Et après, ça tombe bien, je suis sur mon ordinateur, j'en profite. On a le temps. Parce qu'il y a plein de questions qui sont sorties et j'ai les réponses là. Pour répondre aux questions de monsieur et aux questions de monsieur, j'ai des réponses ici. Donc moi je suis médecin correspondant de SAMU dans les Hautes-Alpes, dans une vallée au nord de Gap. Et je suis professeur associé à Marseille, et donc c'est possible de tout faire à la fois. Un MCS, voilà, ça c'est en 2023, la répartition des MCS sur le territoire, ça correspond à ce que vous a présenté ma collègue. Qu'est-ce que c'est qu'un médecin correspondant de SAMU? Un médecin correspondant de SAMU, c'est un médecin généraliste dans la quasi-totalité des cas, qui en plus de son activité de médecine générale au cabinet, décide de se former pour devenir, en plus de son métier, avoir une casquette supplémentaire, médecin correspondant de SAMU. Il est formé, il est à plus de 30 minutes d'un SMUR. La définition d'un MCS, c'est un médecin généraliste qui a plus de 30 minutes d'un SMUR, qui est formé avec des formations spécifiques dans les CESU et qui est équipé par les CESU. On a un équipement de SMURiste. Et on fait des gestes d'urgence, ça vous l'a bien expliqué, quand le SAMU déclenche un SMUR sur une urgence vitale, le SMUR il met un temps X à arriver, et nous les MCS on est sur place, on est plus proche, donc on arrive en premier, et on commence les gestes de réanimation vitale en attendant que le SMUR arrive, et quand le SMUR arrive, le SMUR prend le relais. Donc on a des formations initiales, et on a des formations continues. Le médecin correspondant SAMU est donc déclenché par le SAMU. Donc c'est territorial et c'est pas la patientèle. Un MCS, il agit sur un territoire et il est déclenché sur ce territoire. On est équipé avec un défibrillateur, avec du matériel de perfusion, d'intubation, des perfusions intra-osseuses. On peut faire des blocs. Il y en a qui font de la thrombolyse. Voilà, en 2023 sur le 05, 337 interventions, traumato. Voilà. CCMU, c'est les urgences vitales. Donc CCMU 5, c'est très très grave. CCMU 4, c'est bien grave. Et CCMU 3, c'est pas loin. Enfin, donc, vous voyez que c'est sur des urgences très vitales. Donc les actes qu'on fait pour répondre à la question là-haut, analgie, sédation, beaucoup, des intubations, des perfusions intra-osseuses et des voies veineuses. Thrombolyse. Et donc critères d'efficience. L'intervalle libre médical, il est plus court. Il est plus court de 37 minutes. En moyenne, un MCS arrive en 14 minutes sur le patient qui est en urgence vitale, alors que le SMUR met en moyenne 51 minutes. Donc on fait gagner 37 minutes au patient qui est en urgence vitale ou potentiellement vitale. Et donc oui, une efficience est évidente. Hop, je sors de cette présentation-là, comme ça je vous ai refait un petit point sur les MCS. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est affecteur de l'AMU? Parce qu'on est formé avec les urgentistes, être médecin correspondant SAMU, et c'est l'objet de la présentation initiale qui était prévue, c'est un métier qui est charnière entre les deux. Moi, je suis médecin généraliste toute la journée, je vois mes patients chroniques, je vois aussi mes urgences du jour qui viennent dans mon cabinet, et de temps en temps, le SAMU m'appelle et je pars sur une urgence vitale. Cyril, c'est pareil, il a ses patients chroniques, Manon aussi. On est médecin généraliste comme vous tous, et en plus, de temps en temps, le SMUR nous déclenche, Aurélie, il faut partir, il y a une urgence vitale. Donc on laisse le cabinet, on laisse les patients, c'est vrai. Ils sont au courant, ils sont prévenus, ils ont une affiche en salle d'attente, et quand ils nous voient partir avec le gros sac rouge en courant, ils savent qu'on est en train de partir sur une urgence vitale. Et on revient pas tout de suite, et ils attendent. Et dans ces secteurs ruraux où les MCS existent, les patients savent qu'on va revenir, et que si on part, c'est parce que quelqu'un est en train de mourir quelque part. Et ça n'arrive jamais. Tous les internes me disent, mais du coup, les patients, ils râlent pas quand tu reviens au bout d'une heure? Non, je pense que Cyril, c'est pareil, je pense que Manon, c'est pareil. Bon, voilà, ils ne râlent pas. Alors, les patients râlent toujours beaucoup quand on est en retard, c'est vrai, mais quand on part sur une mission MCS, jamais. Je pense que le coup du sac, je pense que le coup d'entendre l'hélico ou le gyro des pompiers qui arrivent, je ne sais pas ce que ça leur fait. Probablement qu'ils se disent, quand moi, ça m'arrivera, je serais contente qu'Aurélie, elle lâche tout dans son cabinet pour venir me faire ma réanimation. Probablement. Ce serait intéressant qu'on aille interroger les patients des MCS, ça me fait penser. Manon, on va faire un sujet thèse là-dessus. Mais il n'y a jamais de problème. Moi, ça fait 12 ans que je suis médecin généraliste, ça fait 10 ans que je suis MCS. Ils râlent, les patients, mais ils râlent jamais sur ça. Donc, ça ne déstructure pas le fonctionnement de l'activité. Mais il y avait quand même une hétérogénéité sur le territoire
de la formation des médecins correspondants de SAMU. Et on n'est pas tous formés pareil. Et puis une fois qu'on est formé, il faut se reformer. Et on a voulu créer un référentiel de compétences intégrées. Ça, c'est un gros jargon pédagogique. On a voulu travailler avec les urgentistes, les SMURistes et nous, les médecins généralistes MCS, pour faire un référentiel de compétences, pour savoir quelles sont les compétences à développer chez un MCS. Un MCS, il fait quoi? Il est censé savoir faire quoi? C'est quoi ce métier en plus de notre premier métier? Et c'est aussi pour certifier les compétences, c'est-à-dire, c'est qu'on veut s'assurer quand un MCS est formé qu'il continue à être un bon MCS et qu'au fur et à mesure des années, il ne perd pas en compétences et qu'il continue à être efficient quand il fait une intervention. Alors, évidemment, j'ai perdu ce que j'avais. Voilà. Redémarrer. Donc, on a travaillé, Cyril et moi, en tant que MCS et membre du CNGE, avec le SAMU de France, avec les CESU, avec la SFMU, avec un professeur émérite en pédagogie qui nous a aidés pour la méthode que je vais vous épargner, et Dr Marianne Kidou, qui est responsable de MCU du 05 et qui était l'ancienne présidente de MCS France, qui est une urgentiste, Cyril et moi-même, et puis 3 autres urgentistes qui sont formés et qui travaillent avec les médecins correspondants de SAMU. Alors, le jargon pédagogique, c'est qu'on a mis en place des contextes et situations professionnelles, des critères et des domaines et des macro-capacités. Bla, bla, bla. On a décrit l'activité du MCS. Et donc, il y a le MCS, il a 5 situations professionnelles qui caractérisent son travail. Il peut être intervenant à son propre cabinet. Un patient arrive, sur ses propres pieds, on ne sait pas pourquoi, il ne s'est pas trop inquiété, il a une douleur dans la poitrine, on le reçoit, et en fait, il est manifestement en train de faire un CRST+, enfin, il est en train de faire un infarctus. Ça arrive régulièrement, qu'ils viennent sur leur propre pied au cabinet, et qu'au cabinet, en fait, ce soit une urgence vitale qui arrive. C'est pas très fréquent, mais ça arrive. Au domicile, quand on est déclenché MCS, on peut déclencher sur une urgence vitale qui se passe au domicile du patient. Au domicile du patient, c'est moins confortable, parce qu'il y a tout l'environnement, parce qu'il y a les patients, les parents, les enfants, les conjoints, les animaux. Dans un temps, c'est des petites maisons un peu coincées. Dans d'autres situations, on part dans autre contexte. Souvent en aura, et nous dans le 05, je pense que Cyril aussi, on sort sur la plage, ou on sort sur les pistes, on sort sur les bords de route pour les accidents de la route, dans la forêt, pour l'infarctus au milieu de la forêt. Et comme c'est des zones rurales, il y a beaucoup de zones qui ne sont pas dans les villes. Et on est en extérieur, et des fois dans des conditions extrêmes, il y a des MCS qui interviennent sur les pistes, qui sont amenés par les pisteurs. Et ça arrive sur le bord de la route quand il pleut, quand il fait froid. De temps en temps, il faut extraire le patient de la zone météorologique en bord de falaise dangereux avant de commencer la réanimation. Et ça fait partie du métier de MCS, de d'abord mettre le patient en sécurité. Une situation de collaborateur leader. Ça veut dire quoi, collaborateur leader? Ça veut dire que quand on arrive sur l'urgence, les pompiers en général sont déjà là. Les pompiers ont été déclenchés en même temps que nous, mais les pompiers ils sont plus réactifs que nous, médecins généralistes, à sauter dans leur camion et arriver vite. Donc on arrive en même temps ou ils arrivent juste avant. Et donc quand on arrive, nous, MCS, sur l'urgence vitale, on devient le leader de l'équipe. C'est nous qui donnons les consignes aux pompiers, aux ambulanciers, éventuellement aux témoins, aux autres personnes qui sont autour de nous pour nous aider. Et on devient le leader de cette activité, de ce qui se passe. On donne des consignes, on vérifie que tout le monde fait ce qu'on dit et on commence la réanimation. S'il y a des gestes techniques qu'il n'y a que nous qui pouvons faire, on les fait. S'il y a des gestes techniques qu'on peut déléguer, notamment à des ISP, on délègue. Ça m'arrive de travailler avec des infirmières sapeurs-pompiers. C'est beaucoup plus confortable quand il y en a une. Parce qu'il y a plein de gestes techniques qu'elle sait faire. Il y en a plein qu'elle ne sait pas faire. Elle ne sait pas intuber, elle ne sait pas poser une intra-osseuse. Et pour l'instant, les protocoles de thrombolyse, c'est pas elle qui les fait. Elle peut me préparer une drogue, mais des drogues qu'elle n'a pas le droit d'injecter elle. Donc s'il y a une infirmière sapeur-pompier, bientôt une infirmière correspondante SAMU, ça m'aide, mais il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Et organisateur gestionnaire, c'est ce que je vous expliquais, il faut quand même prévenir les patients dans son cabinet, il faut avoir un matériel à jour, il faut vérifier les périmés des drogues qu'on a dans le sac, certaines au frigo, certaines pas au frigo, il faut vérifier que le défibrillateur a eu sa maintenance, on a tout un côté gestion du matériel, gestion du cabinet, et il y a des endroits, en aura notamment, où les MCS sont de garde, d'astreinte. Ils tournent sur un planning d'astreinte, il y a toujours un MCS de garde. Il y a des zones comme chez moi ou comme chez Cyril, où il y a un MCS, si le MCS est là, et donc il y a des nuits, il y a des jours où il n'y a pas de MCS disponible. Et ça aussi, ça s'organise sur un territoire. Voilà, ça c'est les 8 domaines dans lesquels le MCS intervient, et ce qui décrit son activité. Alors bon, c'est des grands termes de pédagogie, c'est pas moi qui les ai décidés.
Il fallait bien les ranger. Donc dans le domaine cognitif, voilà, c'est caractériser une situation critique, urgence vitale, problématique organisationnelle. Donc on observe la scène, analyser les données, synthétiser les informations, raisonner, catégoriser. Ça vous paraît évident là, qu'on fait toujours ça quand on est médecin généraliste, mais ça c'est pour certifier les compétences. Quand on va vérifier qu'un MCS fait bien son travail, on vérifie qu'il fait bien tout ça. Préparer et conduire une intervention, recevoir une alerte, accepter une alerte, comprendre ce que c'est qu'une alerte, organiser, contrôler ses procédures, ses plans, ses stocks, examiner le patient, élaborer la stratégie, participer à la sécurisation. Il est au milieu de la route et il pleut, d'abord on l'enlève du milieu de la route, utiliser les protocoles, stabiliser le patient et mettre en place les souvenirs de surveillance. Ça, c'est quand on est dans le domaine opératif. Mais ça, ces domaines, les deux premiers sont assez évidents et intuitifs pour tous les médecins généralistes. Domaine sensoriel et perceptif, c'était percevoir les dimensions de l'intervention. C'est-à-dire qu'il faut estimer les conditions environnementales et contextuelles. Le feu, le gaz, l'incarcération, la température. Tout ça, ça rentre en compte et il faut qu'on apprenne à le prendre en compte. Et percevoir les particularités physiques d'une situation. Il y a un endroit où on ne pourra pas faire un massage cardiaque. Ça ne sert à rien d'essayer là, il va être inefficace. Il faut d'abord sortir le patient de, je ne sais pas où est-ce qu'il est, pendu, coincé dans un grenier. Il faut d'abord le sortir du grenier pour réussir à faire le massage cardiaque. Domaine réflexif, s'auto-déclencher, se rendre compte tout seul que là il y a une urgence vitale et de nous-mêmes appeler le SAMU pour leur dire en fait là c'est moi qui suis le premier devant, par hasard, et on s'auto-déclenche, c'est le terme. Anticiper ce qui va se passer, on sait que là il est en TV, qu'il va bientôt faire l'arrêt, mais qu'il est mouillé parce qu'il est sous la pluie, donc il faut le sécher parce que avant de mettre le défibrillateur, il faudra que la peau soit sèche. Par exemple, identifier ses propres limites. En tant que MCS, on n'a pas tous les compétences au même niveau. Moi, il y a des gestes techniques que je ne maîtrise pas bien, des gestes techniques que je maîtrise mieux, et je connais mes limites. Et quand il y a quelque chose que je ne sais plus faire, eh ben, je passe la main, j'attends que le SMUR arrive, ou je rappelle le SAMU pour dire « là, je ne me souviens plus de la posologie que je dois mettre pour la morphine et la kéta, redis-moi un petit peu ». Communiquer avec les parties prenantes, avec les autres professionnels, avec le patient, quand il est conscient, avec la famille qui hurle autour, avec l'entourage. Vérifier que tout le monde a compris ce qui se passe et que tout le monde est d'accord avec les stratégies et les décisions prises. Et puis transmettre aux parties prenantes. J'ai commencé le massage, j'ai perfusé et on retransmet au SAMU qui envoie le moyen le plus proche de la manière la plus efficiente. Coordonner l'équipe. Coordonner l'équipe, ça a l'air de rien du tout là, mais quand il y a vraiment une urgence vitale avec tout le monde dans tous les sens qui a envie de quelque chose, des fois il y a un proche qui est secouriste qui décide de faire quelque chose mais c'est pas approprié. Des fois personne ne veut rien faire et vous avez besoin d'aide. Donc il faut expliciter les enjeux, les orientations, les décisions, et délibérer avec tous les acteurs en présence et de temps en temps ça prend un petit peu de temps de mutualiser et de choisir. Et ça c'est une compétence qui doit se développer et qu'on apprend quand on est MCS, ça se développe pas tout seul. Voilà, collaborer en réseau, l'organisation des soins, ça vous connaissez bien. Et puis il y a tout ce qui est le domaine psycho-affectif, c'est-à-dire des situations à risque, de climat émotionnel difficile pour le MCS, parce qu'il y a des situations humaines vraiment très violentes, parce que ça beau pas être notre patient le médecin traitant, c'est quand même sur notre territoire, et donc régulièrement les choses vitales sur lesquelles on sort, c'est des patients qu'on connaît ou des patients du cabinet, quand ce ne sont pas des touristes. Et voilà, ça m'est arrivé de faire une réanimation sur un de mes patients qui s'était pendu, sur un enfant qui s'était noyé dans une piscine. Et c'est des gens qu'on connaît, c'est des familles qu'on reverra au cabinet. Et on sait qu'il y a toute une dimension psychologique qu'on va continuer à suivre derrière, contrairement aux SMURistes. Et en tant que MCS, c'est important qu'on puisse exprimer, réguler et ses émotions et les prendre en compte. Parce qu'il y a des missions MCS, quand on revient au cabinet, il y a un petit temps de... Ça se termine pas toujours bien, et de temps en temps, il faut un petit peu souffler avant de repartir. Et il faut apprendre à gérer ces émotions-là, et ça aussi dans les formations MCS, on apprend. Bon, domaine métacognitif, ça veut dire être capable de comprendre qu'on ne sait pas tout de suite, qu'il faut se former, qu'il faut se reformer, qu'il faut accepter des rétroactions de la part de nos formateurs, qu'il faut s'entraîner régulièrement à nos gestes techniques, à nos protocoles, et qu'il faut savoir débriefer les interventions vécues comme difficiles, soit par nous, soit par la famille, soit par les pompiers, et qu'on peut avoir l'impression que tout s'est bien passé, et en fait non. Et puis après, un des derniers domaines, c'est l'imaginatif, parce que de temps en temps, rien ne peut fonctionner. Le protocole ne fonctionne pas, le matériel n'est pas adéquat, et il faut quand même trouver un système D. Ça arrive rarement, mais de temps en temps, ça arrive. Quand on sort, je ne sais plus quelle drogue du sac, et que ça a cristallisé, et que ça a gelé, et que, non, on ne peut pas l'injecter, oups. Donc il y a des systèmes D. Voilà, à peu près rapidement, tout ce que fait un médecin correspondant SAMU. Je suis allée vite parce que c'est rébarbatif, les compétences comme ça, là.
N'empêche que ça vous a balayé le champ. Donc c'est pas juste on perfuse et on pourrait déléguer ça à une infirmière. Il y a des choses qu'on peut déléguer et on travaille mieux quand il y a une infirmière. Je répète, moi je préfère quand j'en ai une parce qu'on se répartit les tâches, notamment celle d'être collaborateur leader de l'équipe et de se prendre 2 pas en arrière et de vérifier que tout se passe bien. C'est donc un métier spécifique. En plus du métier de médecin généraliste. Je n'ai pas arrêté d'être médecin généraliste, je répète, c'est quelque chose que j'ai en plus. Il y en a, ils font des infiltrations, il y en a, ils font de l'écho, il y en a, ils font de l'hypnose, il y en a, ils font tout ça, et il y en a, ils sont médecins correspondants de SAMU. J'ai fini pour la présentation pure du métier de médecin correspondant SAMU et de ce référentiel de compétences. Pour les MCS qui sont dans la salle, le référentiel de compétences est en fait beaucoup plus précis que ça, avec d'autres indicateurs vraiment précis de développement de compétences et qu'on vous enverra bien sûr dès que officiellement le document sera finalisé. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail volontairement pour ne pas endormir tout le monde.